Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute! Bonjour à tous, merci à tous d'être venus, merci à Geoffroy d'être venu aussi. Donc aujourd'hui on accueille Geoffroy de Lagagnerie, qui est sociologue, qui est philosophe, qui est professeur à l'École supérieure d'art de Paris-Cergy et qui vient nous présenter son livre 3, une inspiration au dehors, qui a été publié il y a quelques semaines maintenant aux éditions Flammarion. Donc c'est un essai qui aborde la question de l'amitié, et notamment de sa relation avec Didier Ribon et Eldora Louis. Et on va un peu, du coup, aborder la question. Et donc, c'est une éloge de l'amitié, en quelque sorte, et c'est également une critique de la famille. Et du coup, au début, vous évoquez le fait que l'amitié, le mode de vie qui correspond, c'est vraiment différent du mode de vie familial, et que l'amitié n'est pas, enfin ce mode de vie-là, le mode de vie que vous avez choisi, n'est pas une forme de famille choisie. Est-ce que vous pourrez expliquer un petit peu en détail, dans la mesure du possible, expliquer un peu la nuance qu'il y a entre l'amitié, le mode de vie, et on pourrait appeler la famille choisie? Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus nous écouter. Merci au Marathon des mots, à Serge et puis à la librairie Ombre Blanche pour leur accueil, pour présenter ce livre. Alors oui, c'est un livre qui porte sur la question de qu'est-ce que ça veut dire mettre l'amitié au centre de sa vie. C'est-à-dire que très souvent, l'une des choses qui moi m'a frappé quand j'ai commencé ce livre, c'est que les gens ont tendance à vivre leur vie selon des cycles et des représentations de ce que c'est que vivre une vie réussie, avec des images du bonheur qui nous sont vendues comme ça par les séries ou même par nos parents, etc. Et qui prend la forme de la vie étudiante organisée autour de l'amitié, puis petit à petit la mise en couple. Être en couple, c'est s'installer avec quelqu'un, puis s'installer avec quelqu'un, c'est devenir parent, etc. Et puis ensuite les enfants partent, on devient retraité, etc., etc. Et très souvent on divorce. Ça on le sait. Et très souvent, cette organisation de la vie, alors qu'elle est présentée comme souvent la nécessité, ou ce qui va permettre d'être dans la vie adulte, de mûrir, etc., a aussi tout un ensemble de gens qui sont pas à l'aise avec le mode de vie familial, ou avec le mode de vie conjugal, ou avec le devenir parent, et qui vont très souvent être dégradés dans l'ordre social, en étant vus comme des adolescents attardés, ou des gens qui veulent pas s'engager, ou des gens qui sont pas suffisamment amoureux, etc., qui n'auraient jamais retrouvé la bonne personne. Et donc, tous les gens qui sont en décalage avec l'ordre familial, avec l'injonction familialiste, sont toujours un peu vus négativement. C'est-à-dire en fait comme des gens qui n'auraient pas rencontré quelque chose ou qui n'auraient pas vécu pleinement une vie. Et donc beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent sans enfants, ou qui vivent sans amoureux, ou qui vivent seuls, etc., peuvent avoir le sentiment qu'ils ont passé à côté de leur vie. Et qu'ils ont raté quelque chose de la vie. Et mon livre, il est un peu l'idée de produire une réévaluation de la possibilité de vivre en dehors du modèle familial et du modèle parental, et de créer une forme de communauté des dissidents de la famille pour affirmer la positivité d'une possibilité d'une vie qui est alternative à l'idée familiale et parentale, qui est la vie amicale. Quand j'ai publié ce livre, j'ai reçu beaucoup de messages de gens et qui m'ont dit moi je suis comme vous, je n'habite pas avec mon compagnon, je ne fête pas Noël avec ma famille, je n'ai pas d'enfants. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces gens ne pouvaient définir leur vie que négativement. C'est-à-dire c'était toujours « je n'ai pas d'enfant »,« je ne vis pas avec mon compagnon »,« je ne passe pas Noël en famille ». Et mon livre, il essaye de dire « est-ce qu'on ne pourrait pas faire une révolution de l'amitié en faisant l'inverse ?» Que c'est les gens qui passent Noël en famille qui devraient dire « je ne passe pas Noël avec mes amis ». Ou qui disent « je n'habite pas seul ». Ce serait à eux de se justifier. Et je pense qu'en fait, si on réfléchit en termes de bonheur, en termes d'intensité, en termes de représentation de soi, en termes d'augmentation de soi, très souvent, l'amitié est l'un des lieux dans lesquels les gens ont les plus beaux souvenirs de leur vie. Les grands moments d'amitié sont souvent des moments de transformation de soi, sont des moments très marquants, des moments de vacances, des moments de changement, des moments d'émancipation, des moments d'apprentissage mutuel. Alors qu'à l'inverse, si on rompt un peu avec les mensonges qui nous sont donnés dans la culture sur la vie, beaucoup de gens vivent le fait d'être parents
ou le fait d'être en couple comme quelque chose qui a un rapport un peu à l'ennui, à la répétition, à l'enfermement, etc. Et qui le vivent un peu comme un enfermement. On connaît le très grand livre de Annie Ernaux qui s'appelle La femme gelée. C'est-à-dire que dès qu'elle rentre dans la mode de vie domestique et familiale, elle se sent gelée dans les tâches, gelée dans la reproduction des tâches domestiques et qui se dit qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Et je pense que beaucoup de gens, même parce que quand on a un enfant, on peut l'avoir comme ça, mais après c'est pour 18 ans, quoi. C'est pour 20 ans, c'est comme une prison de 18 ans, une peine ferme. On peut pas partir, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut très bien se retrouver au bout de 2-3 ans et se dire qu'est-ce que j'ai fait ? On peut plus partir. Et ça, je pense que beaucoup de gens ont un étouffement là-dessus. Vraiment, je pense que c'est un des tabous de la société. Et donc moi, j'essaie d'un peu lever ces tabous en disant, plutôt que d'essayer de sauver le modèle familial, plutôt que d'essayer de dire que ceux qui vivent en dehors du modèle familial créent encore des familles, mais des familles choisies, ou des familles alternatives, ou des familles d'amis, comme on veut, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Affirmer un mode de vie qui soit antifamilial, c'est-à-dire qui repose sur d'autres valeurs que la famille. Et je pense que voilà, le livre essaie de produire comme ça une espèce d'opposition entre mode de vie amical et mode de vie familial, et d'essayer de théoriser l'idée que politiquement, éthiquement et individuellement, il y a plus de richesse, à mon sens, dans la vie amicale que dans la vie familiale. Et donc, pour vous, c'est vraiment complètement incompatible un mode de vie familial et un mode de vie amical ? Il n'y a pas, entre guillemets, même la possibilité d'avoir des relations amicales avec sa famille, finalement ? Ou... Alors, il y a un antagonisme qui pose la question du centre de la vie. Et ça, je pense que c'est une question qui est importante. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, qu'est-ce qui définirait un peu la différence entre ma vie et la vie de mes frères qui, eux, ont eu des enfants et se sont mariés, etc. Et l'une des choses qui m'a frappé, c'est que la mise en couple transforme, et le fait de s'installer à deux, puis d'avoir des enfants, que vous soyez gay, hétéro ou lesbienne, d'ailleurs ça n'a aucun rapport avec l'orientation sexuelle, transforme votre centre psychique, où le centre psychique petit à petit devient le foyer. C'est-à-dire les intérêts fondamentaux de votre existence deviennent organisés autour de la question du foyer, autour du crédit parfois qu'il faut rembourser pour la maison, autour de la scolarisation des enfants, autour de quand vous sortez avec vos propres amis, vous rentrez pour raconter à votre femme ou votre copain ce que vous avez fait. Donc en fait, quand vous sortez, c'est toujours vécu comme une sortie justement par rapport au vrai lieu qui est le lieu interne, le lieu familial, le lieu domestique, etc. Et donc la mise en couple et le fait d'avoir des enfants produit des subjectivités qui sont centrées sur la question du domicile, sur la question du privé, sur la question de la domesticité et sur la question des intérêts profondément attachés à ça qui vont être faire la maison, acheter un canapé, s'endetter, etc. Voilà, qui sont décorer l'intérieur de sa maison. Alors ça c'est vrai, hein, c'est vrai socialement, sociologiquement. Le simple fait de se mettre en couple divise par 5 le nombre de sorties et de fréquentation. Hein. C'est indépendant de l'effet d'âge, c'est-à-dire que vous ayez 20 ans, 30 ans ou 40 ans, c'est la même chose. Dès que vous vous mariez, vous divisez par 5 votre stock de relations. Donc ça veut dire que le mariage, en tant qu'il va favoriser un enfermement psychique sur le couple et l'intériorité, produit un appauvrissement considérable du tissu relationnel et donc de l'intensité de votre existence. Alors qu'à l'inverse, l'une des choses qui est caractéristique des gens qui ont vécu de manière amicale, et ça c'est vrai pour Didier, Édouard et moi, mais c'est vrai dans l'histoire chez Sartre, chez Simone de Beauvoir, chez la Bohème, et ben c'est ces gens qui habitent dans des petits appartements. Moi j'habite dans un studio, Didier habite dans un petit appartement, Édouard aussi, Sartre habite dans un studio, Simone de Beauvoir habite dans un studio, Manet habite dans un appartement plutôt petit, etc. Parce qu'en fait le lieu c'est le dehors. Centrer sa vie autour de l'amitié, c'est centrer sa vie autour de la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, votre vie est centrée sur le fait d'aller au dehors de chez vous. Et vous êtes beaucoup plus chez vous au café que dans votre canapé. Et parce qu'en fait, c'est là que vous êtes disponible à l'autre, c'est là que vous donnez des rendez-vous, c'est là que vous éprouvez votre capacité à vous transformer au contact de l'autre, etc. Et qu'en fait, votre intériorité devient le dehors. Et donc, c'est comme une inversion totale du modèle familial où c'est le dehors qui est le dedans, etc. Et que donc, vous avez là deux psychismes, deux orientations psychiques et éthiques qui sont à peu près incompatibles. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai personne à qui raconter ma soirée. Parce que ma soirée, elle s'est passée dehors, et donc il n'y a pas de centre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, j'ai pas l'idée que j'ai fait une transgression en sortant, où je me suis un peu plus bourré la gueule que d'habitude, parce que après, je retrouverai ma femme pour un dîner un peu ennuyeux le lendemain, etc. En fait, mon dehors est mon existence. Et donc, comme mon existence est la relationnalité, elle n'a pas de centre. Et qu'est-ce que ça voudrait dire avoir une vie qui n'a pas de centre ? Qui n'a pas d'intérêts fondamentaux. Ça, c'est pas seulement un truc éthique et individuel, c'est un truc politique. Hein. Je cite dans mon livre des textes de Bourdieu sur le fait que, selon lui, le fantasme de la vie familiale et de la maison individuelle est une idéologie politique qui favorise l'idée d'une société comme juxtaposition d'égoïsme. C'est-à-dire, en fait, politiquement, vouloir entrer dans la vie familiale, c'est pas seulement pour soi, c'est ratifier une représentation de la société comme juxtaposition de petites maisons avec son foyer, ses enfants, l'intérêt de reproduction que ça produit, etc. Et donc, ça crée une société de droite, selon Bourdieu, une société conservatrice fondamentalement. Donc, l'ordre familial est toujours un ordre de droite. Alors que si vous pensez une société du dehors,
de la rencontre, qui peut prendre pour nous la forme de l'écriture, mais pour d'autres gens l'engagement associatif, la politique, la fête, tout ce qu'on veut, peut-être que ça crée un terreau social un peu plus favorable à la générosité. Et moi, j'avais une petite question sur quelque chose qui me semblait un cas peut-être un peu particulier, parce que vous mentionnez que pour vous, la plupart des relations amicales, etc., et ce mode de vie, ça se crée un peu autour de l'âge où on est étudiant, jeune adulte, etc. Les amis d'enfance qu'on rencontre, du coup, quand finalement, dans le cadre de la famille, bien souvent à l'école, etc., mais c'est des fois les enfants des amis des parents, etc., est-ce que ça rentre plutôt dans le cadre d'entretenir des relations avec eux, dans un cadre d'un mode de vie familial ou d'un mode de vie amical ? Très précisément, il ne s'agit pas du tout de dire que les gens qui ont des enfants ou qui sont dans la vie familiale n'ont pas d'amis. C'est absurde et tout le monde a des amis et tout le monde reçoit des amis chez soi ou va au café de temps en temps, c'est absolument pas l'enjeu. La question, c'est d'une part, est-ce que les amis, vous les recevez par des cadres un peu extérieurs à vous de la sociabilité qui vous les impose ? Jusqu'à quel point vous voyez vos amis parce que vous en avez envie ou parce que vous leur rendez des invitations ? Parce que très vite, l'amitié peut devenir une sociabilité et donc une des formes de manière d'être une relation imposée beaucoup plus qu'un choix. Et à partir de quel moment est-ce qu'elle occupe le centre de votre vie ou est-ce qu'elle est périphérique par rapport à votre vie ? Donc la question pour moi, c'est pas est-ce que vous avez des amis, est-ce que vous n'avez pas des amis ? C'est est-ce que vous considérez que l'amitié est le centre de votre existence ? Est-ce que vous êtes capable de prendre une journée de RTT quand votre meilleur ami est malade ? Comme les gens le font quand c'est leur enfant qui est malade. Est-ce que vous êtes capable de dire pourquoi est-ce qu'on a, comme je dis dans mon livre, relevé le couvre-feu pour la soirée de Noël et qu'on l'a maintenu pour le jour de l'an ? Ce qui veut dire qu'on a pensé que la fête familiale était plus importante que la fête amicale. Est-ce que vous êtes capable de dire à votre mère, je passe pas Noël avec toi, je la passe avec ma meilleure copine ce soir. Je dîne pas à Noël en famille. Est-ce que vous êtes capable de dire ça ? Ça, c'est des ruptures. Moi, je sais quand je l'ai fait pour la première fois. Quand Édouard l'a fait, c'est vrai que c'est des sentiments de transgression énormes. Et nous, quand on fait des stories de nos Noëls tous les trois ensemble, le nombre de réactions de gens qui nous disent « mais moi aussi j'aimerais tellement faire ça, je souffre tellement au dîner de Noël, c'est tellement ennuyeux la soirée de Noël et tout », et qu'on a envie de leur dire seulement « mais fais-le ». En fait, personne n'impose rien. Donc la capacité que l'ordre familial a à faire qu'on s'oblige tous à faire des choses qu'on n'a pas envie, sachant que personne vraiment autour de la table n'en a vraiment envie, et que tout le monde en souffre, c'est quand même un problème important. Vous savez, il y a une très belle phrase d'Adorno que je cite au début de mon livre qui est « il ne faut pas confondre ce que nous sommes et ce que la société a fait de nous ». Il faut toujours comprendre qu'au fond de nous-mêmes, on a très souvent des désirs ou des impulsions ou des possibilités de vie qui nous ont été ôtées par la société. Et un peu mon livre, c'est essayer d'en affirmant la possibilité d'une vie, que beaucoup plus de gens puissent choisir peut-être des vies un peu plus diversifiées, sans faire la guerre aux gens qui veulent vivre dans le modèle traditionnel. Il ne s'agit pas d'une guerre, mais en tout cas qu'il y ait la possibilité d'un pluralisme un peu plus grand des modes d'existence. Et alors justement, en parlant de pluralisme, dans votre livre, on a quand même l'impression que les deux modes de vie, donc familiaux et amicaux, sont vraiment en complète opposition. Est-ce qu'on pourrait imaginer des modes de vie intermédiaires où finalement Noël, ça se fait par exemple avec sa famille et ses amis, plusieurs familles qui se retrouvent, des familles d'amis, etc. Ou je ne sais pas, des couples qui vivraient en espèce de colocation ou ce genre de choses. Est-ce que c'est imaginable ou c'est totalement incompatible ? L'une des utopies que moi j'essaye de développer dans mon livre, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire amicaliser les relations ? C'est-à-dire que très souvent dans notre culture, on a le sentiment que l'amitié là où on voit que l'amitié est une forme précarisée dans notre culture, c'est déjà que juridiquement, il n'y a aucune reconnaissance de l'amitié. Donc par exemple, je prends plusieurs exemples dans mon livre. Par exemple, on ne peut pas faire de rapprochement d'amis dans la fonction publique. On peut faire un rapprochement de conjoints. Donc vous ne pouvez pas dire mon meilleur ami est à Paris, je dois enseigner à Paris, mais pourquoi l'État décide que c'est plus important l'amour que l'amitié ? Dans le droit international, si vous êtes susceptible d'être extradé, vous pouvez plaider votre droit à la vie familiale. Vous pouvez dire mais dans ce pays j'ai ma femme et mes enfants ou mon mari et mes enfants donc je peux pas être extradé. Vous pouvez pas dire j'ai mes meilleurs amis à Paris donc je peux pas être jugé à Berlin. Voilà, ça semblerait absurde. Oui, mais pourquoi ? Qui décide que c'est plus important et pour qui ? Donc ça veut dire qu'il y a une guerre étatique menée à l'amitié. Ça veut dire qu'en fait l'État précarise les relations amicales en disant elles ne comptent pas juridiquement, elles ne sont pas soutenues juridiquement, elles n'ont pas de reconnaissance juridique et d'ailleurs elles n'ont même pas de reconnaissance linguistique puisque le mot ami est un mot valise dans notre culture, puisque par exemple dans la famille vous avez des centaines de mots pour nommer tout le monde. Il y a le frère du cousin de votre père qui s'appelle différemment du petit-neveu, de la grande-nièce, de la grande-tante, de la soeur, issu de Germaine. Donc en fait, vous avez plein de choses pour nommer tout le monde, pour cartographier le groupe. Mais l'amitié entre quelqu'un que moi je vois une fois par tous les 6 mois et Édouard que je vois tous les jours, j'ai le même mot. J'ai qu'un seul mot, parce qu'en fait le langage se désintéresse de donner un statut à l'amitié, parce que c'est une forme qui est symboliquement dégradée dans notre société comme un à côté, en fait peu intéressant. Et on appelle ami tout ce qui reste une fois qu'on a enlevé les collègues, la famille, le travail, etc., les voisins. Le stock de relations qui nous reste, c'est l'amitié.
cette dégradation de l'amitié dans notre culture, elle se voit au fait que quand on va faire l'éloge d'une amitié, en fait, on fait toujours la tendance est de la rapprocher d'une forme autre que l'amitié. Alors deux très très bons amis vont soit se dire t'es comme mon frère ou t'es ma sœur. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que faire l'éloge d'un ami, c'est de le rapporter à la famille, c'est de le penser comme une sœur ou comme un frère. Donc comme si un ami serait vraiment pur que si c'est un membre de la famille. Ou alors c'était comme un amoureux avec qui on n'a pas de sexualité. Je t'aime, on couche pas ensemble parce qu'on n'a pas leur intention, c'est pas ça qu'on aime entre nous, mais t'es comme un amoureux sans sexualité. Et nos deux manières dont notre culture fait l'éloge de l'amitié, c'est en détruisant l'amitié en fait. C'est comme si on pensait que c'était une forme qui n'était belle que quand elle était plus elle-même. Donc ça dit quelque chose d'une dégradation symbolique puissante, et c'est aussi vrai dans les théories de l'amitié que je cite dans mon livre, chez Cicéron, chez Aristote, chez Montaigne, etc., où ils passent leur temps à dire que l'amitié doit être tellement intense qu'ils en font à dire que tous les gens en fait n'ont pas des vrais amis. Si vous êtes intéressé par votre ami, si votre amitié est conjoncturelle, si votre amitié est sociale, si votre amitié est, vous avez, etc., etc., en fait c'est pas de la vraie amitié. Donc à la fin ils viennent à dire à nos vies qu'on n'a pas des vrais amis, etc. Donc il y a une forme de haine de l'amitié dans notre société. Moi je pense que notre société est amitiophobe, c'est-à-dire qu'il y a une haine de l'amitié vraiment très puissante. Mais vraiment je le pense. Hein. Si vous dites vraiment c'est vrai. Hein, si vous dites, enfin bon, mais je sais pas. Enfin. Bah si, il y a des impossibilités de dire des choses. Hein, je sais pas. Vous avez l'anniversaire de votre mère et vous dites je peux pas venir parce que mon meilleur ami est malade. Imaginez la tête qu'elle va faire. C'est impossible. C'est comme un meurtre. Et donc en tout cas, il y a une forme de dégradation de l'amitié. Et moi, je pense qu'en fait, contrairement à cette idée-là, l'amitié est une valeur beaucoup plus puissante que l'amour et que la famille. Le livre est aussi une critique du modèle de l'amour conjugal, sur notamment la question de la jalousie et de l'enfermement à deux, qui produit très souvent le fait que le dehors est un rival, puisque dans un couple, en fait, quand vous vous installez, je commente et discute le livre de Bart Fragment-Escour amoureux, en fait, tout de suite, l'affect de l'amour devient soit l'attente, c'est-à-dire où es-tu, avec qui tu as passé la soirée, avec qui tu as dîné, ou la rivalité, c'est-à-dire le dehors, c'est le rival, c'est la jalousie, c'est pourquoi tu m'as pas appelé, etc. Et donc, dans le couple, la forme couple installe le dehors comme un danger, comme une menace. Et très vite, dans le livre de Barthes, en fait, l'amour devient un face-à-face de deux personnes qui se regardent, qui deviennent deux fois la même personne, qui s'ennuient, qui n'ont plus rien à se dire, et qui donc qui se séparent de façon mécanique. Alors que l'amitié est une forme transitive. L'une des choses les plus belles dans l'amitié, c'est que c'est une chose qui, par définition, vous vous présentez les amis de vos amis. Vous n'êtes pas jaloux quand un ami rencontre un ami. Et vous savez même que souvent, il va vous le présenter. Et donc, en fait, vous devenez très souvent l'ami des amis de vos amis. Donc ça veut dire que c'est une forme qui peut se démultiplier, qui accueille l'autre, alors que l'amour est quelque chose qui, si quelqu'un, votre amoureux, votre amoureuse vous dit « je viens de rencontrer quelqu'un de génial, j'ai envie de passer toutes mes soirées avec lui ou elle », en général, vous tiltez un peu, vous n'êtes pas forcément très, 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 très heureux. Si un ami vous le dit, vous dites « c'est cool, je vais le rencontrer, on va dîner à trois, on se présente, etc. » Parfois, ça devient même votre propre ami et l'autre le voit un peu moins. Donc en fait, c'est beaucoup plus circulant comme lien, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus ouvert. À partir du moment où l'amitié est une forme plus ouverte, moins cannibale en termes de préoccupation, de tristesse par rapport à l'autre, etc., plus généreuse, à mon avis, c'est une forme plus intéressante que l'amitié avec la famille. Et que de ce point de vue-là, si on te fait faire une utopie politique, il faudrait amicaliser les relations. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire plutôt que de vouloir faire l'éloge de l'amitié en le ramenant à l'amour et à la famille, de dire une relation est belle quand elle est amicale. Que c'est plus beau de dire à sa mère, tu es mon ami, que tu es ma mère, par exemple. D'essayer de construire avec sa mère une relation d'amitié, d'essayer de construire avec ses frères des relations d'amitié, de construire avec ses amoureux des relations d'amitié. Et si on dit ça, on a l'impression que c'est moins de l'amour, c'est moins sérieux. Et moi, je pense que c'est plus beau d'être l'ami de quelqu'un que d'être l'amoureux de quelqu'un. Et alors, du coup, pour pratiquer ce mode de vie, finalement, il faudrait peut-être des aménagements, puisque évidemment, il y a le mode de vie familial qui est, entre guillemets, plébiscité. Et voilà, comme vous avez dit, il y a un ministère de la famille, etc. Il y a... Tout est fait, beaucoup de choses sont faites autour de la famille. Est-ce qu'il ne faudrait pas des aménagements du coup politiques pour permettre à plus de gens de pouvoir pratiquer ce mode de vie, ou est-ce que finalement, ça sera quand les gens se mettront à pratiquer ce mode de vie que les lois viendront avec l'adaptation? Oui, moi je crois beaucoup à l'État. Moi je crois beaucoup à la sociologie de Durkheim qui raconte comment les institutions très souvent un rapport à l'émancipation des individus. Et contrairement à ce que dit l'anarchisme, parfois qui pense que l'individualisme est un anti-étatisme, que l'État serait un sens d'oppression de l'individu, Durkheim disait en fait, il se trompe parce que très souvent l'État, c'est en donnant des droits abstraits
en inventant des institutions un peu originales, etc., qui permettent très souvent de libérer les individus justement de leur famille, de leur région, de leur profession, de leur ancrage particulier, et que donc il y a un rapport entre étatisme et individualisme, et que c'est l'État qui est le protecteur de l'individu, parce qu'il protège les droits individuels, etc. etc. De ce point de vue-là, il faut penser qu'il ne faut pas être anti-institutionnel, il faut penser que les institutions peuvent nous aider à inventer des choses. Et je pense que le fait qu'il y ait très peu de modes de vie alternatifs qui soient vécus par les gens, et aussi qui soient revendiqués comme positifs, comme voulu, avec leurs propres mots, etc., vient du fait qu'il n'y a pas de reconnaissance étatique et d'incitation étatique à divorcer avec la famille. Dans mon livre, je dis que, en citant Derrida qui cite Aristote, Aristote disait la famille a un rapport, il y a un rapport entre les modes de vie et les styles de vie, pardon, et les régimes politiques. Et il disait la famille a un rapport avec la tyrannie et l'amitié avec la démocratie. Et ça, c'est Aristote. L'idée, c'est que la famille est par définition une institution dans laquelle vous avez la naturalisation de la force, l'arbitraire de la force, l'inculcation de l'obéissance, les règles partagées, etc. Et que donc il y a un rapport dans la famille qui est un rapport tyrannique à travers la figure du père et qui inculque des personnalités autoritaires et des rapports à l'autorité, alors que l'amitié, dit Aristote, a un rapport à la réciprocité, à l'échange, à la convention. Vous pouvez forcément être ami quelqu'un qui est votre ami, j'ai oublié de le dire, mais par rapport à l'amour, la grandeur de l'amitié, c'est que c'est réciproque. Vous pouvez être amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas. Mais vous ne pouvez pas dire je suis ami de quelqu'un s'il ne vous aime pas. L'amitié, c'est forcément réciproque. Donc c'est forcément égalitaire. À partir de ce moment-là, quand Aristote disait qu'il y avait un rapport entre l'idée d'amitié et l'idée démocratique d'égalité, et l'idée de famille et l'idée de tyrannie, tyrannie domestique, tyrannie politique, il disait le rôle de la politique, c'est de créer le plus d'amitié possible. Et Aristote disait la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié. Donc ça voudrait dire que si on veut vivre dans des sociétés vraiment démocratiques, il faudrait encourager étatiquement l'amitié. Or, ce qui se passe dans nos sociétés, et qui explique aussi pourquoi le fondement de nos sociétés est conservateur et qu'on n'arrive pas à changer la société, c'est parce que l'État subventionne la famille. C'est-à-dire on dit qu'on est dans des États démocratiques, qui favorisent l'égalité, qui favorisent l'individu, etc. Mais en fait, on encourage une structure de base de l'existence qui favorise des personnalités autoritaires et des structures tyranniques. Donc on crée une société tyrannique sous apparence d'être dans une démocratie. Et donc, tant qu'on ne détruira pas la famille, on n'instaurera pas la démocratie. Donc ça veut dire que d'un point de vue politique, en fait, il faut rendre difficile le fait d'avoir des enfants. Il ne faut pas faire d'allocation familiale. C'est exactement l'inverse, faire des allocations antifamiliales. Il faut décourager les enfants. Mais c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, sur les crédits d'impôt, plutôt que d'avoir des crédits d'impôt quand vous avez des enfants, on devrait avoir des crédits d'impôt quand on a beaucoup d'amis, par exemple. Ou par exemple, si vous pouvez montrer que vous sortez beaucoup, vous devriez avoir moins d'impôts que si vous montrez que vous restez dans votre canapé à regarder Netflix. En fait, vous avez un mode de vie plus démocratique, dont vous favorisez une société plus juste et plus égalitaire. Et donc, en fait, non, mais ça fait rigoler, mais c'est juste une inversion. Hein. C'est juste une inversion. Hein. Et donc, ça veut dire que si jamais on voulait vivre dans des États progressistes, il faudrait de fait que l'État encourage plus la sortie, encourage plus l'amitié, reconnaisse la possibilité, par exemple, pour l'héritage, tout simplement, de pouvoir se léguer à 3, à 4, de se paxer à 4, à 5. Se paxer à 4, à 5 n'empêche pas du tout aux gens de se paxer à 2 s'ils veulent. Hein. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens, quand ils ont instauré le pax, le mariage à 2, ils veulent surtout pas que ce soit pour 4 et 5. On se demande vraiment qu'est-ce que ça peut leur faire. Donc c'est eux qui sont en guerre, en vérité, contre l'amitié, pas l'amitié qui est en guerre contre la famille. Et donc, je pense que, oui, on pourrait imaginer des structures juridiques et des structures même fiscales qui inciteraient les gens à avoir plus de subjectivation amicale. Et je suis persuadé que si les gens étaient plus dans ce mode de vie-là, ils auraient une forme de rapport à la politique plus progressiste. Dans mon livre, je cite la statistique qui veut que les jeunes étudiants de la classe moyenne bourgeoise, plutôt pas classe moyenne, non, ont des opinions très progressistes et souvent votent très à gauche. Et très souvent, on l'attribue à leur âge. Ou alors peu de possession de capital économique. Mais en fait, ce qu'on oublie toujours de penser, c'est qu'ils ont un style de vie amical, les jeunes. Les étudiants sont dans un mode de vie où pratiquement toutes leurs relations sont des amis, qui ne sont pas installés en couple, et qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas d'enfants. Et peut-être que le progressisme de la jeunesse est lié à précisément que c'est un âge de la vie qui est orienté sur la question de l'amitié. Et si on étendait ça à tout le monde, imaginez si tout le monde était aussi progressiste qu'un étudiant de Paris 8, ça ferait quand même une société un peu plus intéressante. Après, il y a aussi un souci, il m'a semblé, finalement d'aménagement du territoire, parce que ce mode de vie-là, il est aussi possible quand on est étudiant, etc. Et il se trouve que les universités sont quand même majoritairement dans les grandes villes, et je vais prendre un cas un peu personnel, moi la plupart de mes amis que j'ai fréquentés à l'université, ils sont de plus en plus
partis après, quand ils ont terminé leurs études. Ils se sont éloignés, ils sont parfois à la campagne. Et du coup, il y a quand même, il me semble, beaucoup d'aménagements à prévoir si on veut favoriser ce mode de vie. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable dans les années à venir? Est-ce qu'on peut se transformer suffisamment vite? Parce qu'il me semble que voilà, il y a entre guillemets, tous les quartiers pavillonnaires, c'est fait pour des familles. Tout ce qui est le système de migration pendulaire, les gens ils habitent en banlieue, puis ils travaillent en ville, puis ils repartent, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on encourage dans l'entrée dans la vie active. Et les installations sont là maintenant. Est-ce que c'est... Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'on ne mesure pas la quantité d'idéologies politiques qui sont d'ailleurs des choses toutes simples, comme mettre des maisons dont on va faire s'endetter les ouvriers pour avoir le fantasme de la petite maison individuelle qu'on fait construire, etc. En fait, on n'imagine pas la quantité de domestication politique qui sont derrière ces utopies-là, qu'on prend comme des évidences de mode de vie. Même Bourdieu, dans un livre, dit qu'il faut s'interroger sur le fait que c'est Bouygues qui possède TF1. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est un constructeur de maisons qui achètent une chaîne de télévision, qui fabrique des séries pour faire croire aux gens que le bonheur, c'est le bonheur domestique, et qui après vont acheter des maisons Bouygues, et qu'en fait c'est une espèce de circuit comme ça dans lequel on enferme les gens, en leur faisant croire que le bonheur, c'est j'achète ma petite maison, mon petit canapé, je m'installe avec ma femme et tout, et on achète une maison Bouygues, et en fait on vend un type de bonheur. Or, c'est justement ce que dit Bourdieu de très beau, c'est qu'on vend un bonheur inaccessible, qui immédiatement est synonyme de malheur, parce que immédiatement la maison n'est pas aussi belle que ce qui est rêvé, immédiatement on entend les bruits du voisin, immédiatement les toilettes sont bouchées, immédiatement vous avez... Non mais c'est vrai, c'est parce que les maisons sont pourries quand elles sont vendues pour les classes populaires, on sait très bien comment c'est fait. Et immédiatement, vous avez le problème du crédit. Et comme dit Bourdieu, le crédit, c'est ce qui fait que les gens ne peuvent plus faire grève. Parce que de fait, vous ne pouvez plus vous permettre de perdre 1 ou 2 jours de salaire parce que vous avez votre crédit qui revient. Donc c'est une domestication profonde de la capacité à la mobilisation politique. Et en fait, derrière cette toute petite chose qui est bonheur domestique maison, bah peut-être que, Didier le dit d'ailleurs dans Retour 1, vous avez l'une des clés de l'explication du basculement pour le vote Front National des classes populaires, c'est-à-dire tout un espèce de manière très différente de penser sa vie, en termes de la propriété, de la petite maison, de la domesticité, du crédit, etc. Ça a créé des subjectivités extrêmement anxieuses, extrêmement problématiques, centrées sur le foyer, sur l'intérieur, donc des intérêts nationaux, propres, etc. Donc le dehors devient problématique, la concurrence devient extrêmement forte avec tout le monde, il faut que les enfants réussissent à l'école, il ne faut pas qu'il y ait le moindre problème et tout. Et ça, en fait, c'est des idéologies politiques de fait qui sont très, très, très graves. Donc, ça veut dire qu'aussi l'architecture, comment est-ce qu'on imagine les villes, bah oui, c'est un enjeu très, très important, fluidifier les transports et tout, accélérer les mobilisations, la possibilité de bouger, je pense que c'est très vrai. Après, bon, moi, je suis un garçon de la ville. Et c'est vrai que j'ai l'intuition que Durkheim, d'ailleurs, que je cite beaucoup, mais que j'aime parce que je le lis beaucoup en ce moment, pense effectivement lui aussi qu'en fait la modernité, c'est la ville. Que la ville, c'est l'anonymat, c'est l'expansion du développement des liens, donc de l'individu, de la conscience individuelle, donc du progressisme, et qu'il y a quelque chose dans la modernité qui a un rapport avec la figure de l'urbanisation. Ouais. Et une autre chose aussi qui m'a un petit peu interpellé, c'est que quand on est dans la très grande majorité des cas, on est dans une famille, pas forcément fonctionnelle, mais... Et comment on fait pour inculquer aux enfants qui vont apprendre ça en premier, finalement, le mode de vie familial, qu'un autre mode de vie est possible, etc. Est-ce que ça peut... nécessairement, ça passe par l'âge étudiant, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait finalement apprendre avant aux jeunes, que la famille, c'est pas le seul mode d'existence possible? Je ne sais pas quel type d'enfant vous avez été, dans quel type de famille, mais je pense que beaucoup de gens ne sont pas heureux en famille. Je pense que la famille n'est pas du tout un lieu du bonheur. Je pense que c'est un pur mensonge culturel, ça. Je pense que quand on est enfant, on est souvent très malheureux. La plupart des enfants veulent partir, font des crises, se demandent pourquoi ils sont nés. C'est vrai, hein? Mais oui, c'est vrai. Tout le monde rigole, mais tout le monde le sait que c'est vrai. Beaucoup de gens s'ennuient en rentrant de chez eux avec leurs enfants, regarder les films de Justine Triet, etc. Ça pose toujours là-dessus sur les enfants qui sont là, le babysitter, le bordel. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut avoir des bonheurs par ailleurs. Hein. Je ne suis pas du tout comme une espèce de tableau comme ça, mais en tout cas l'idée que dès qu'on est dans une famille, bah, les frères et sœurs, en général, ça s'engueule énormément. Quand on est dans la même chambre, on peut plus supporter. On s'engueule pour des trucs, on se tape, on se bat. Dans la famille, c'est un lieu de très grande pression, etc. Et si jamais vous êtes en plus un peu d'une minorité de genre ou gay, etc., comme moi et tout, bah, c'est sûr que vous avez un décalage un peu plus grand avec l'ordre familial, donc une vie un peu à côté, très très vite qui s'installe, ou du mensonge et tout. Quand vous voyez votre mère maltraitée par votre père, ou des choses comme ça aussi, vous n'êtes pas forcément très très content de vivre dans une famille et tout. Donc en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est presque l'inverse. C'est qu'est-ce qui fait que tout le monde est témoin de ça et le reproduit, alors que je pense que
quantité de décalage par rapport à l'ordre familial est quand même relativement grand dans la société, et ce qui montre que c'est très 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 dur. Enfin, j'aimerais bien le dire comme ça, mais on vit dans des sociétés qui sont à la fois apparemment très libres, mais où c'est très très dur d'avoir le sentiment d'une vie accomplie si elle n'est pas représentée culturellement comme légitime. Et c'est très dur d'être autonome dans ses choix de vie. Il y a un très beau texte de Pierre Bergogneau, un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Exister par deux fois », où il dit en fait l'un des privilèges des dominants, c'est d'exister deux fois, c'est d'exister matériellement et symboliquement. Et c'est pour ça que la question de l'accession des classes populaires ou d'autres types d'auteurs à la littérature est très importante, parce qu'en fait, sinon, vous avez les gens qui ont le privilège de pouvoir vivre leur vie et lire des livres qui parlent de leur vie, ou regarder des films qui parlent de leur vie, et donc ils ont ce privilège considérable pour l'humanité qui est d'exister deux fois. Et que l'une des batailles les plus importantes pour se sentir tout simplement légitime à être, et même peut-être simplement heureux, c'est d'accéder à la double existence. L'existence matérielle et l'existence symbolique. Dans le cadre des dissidents de la famille, de ce que j'appelle dans mon livre, c'est des gens qui sont en décalage par rapport à l'ordre familial auquel je m'adresse. Moi, je ne fais pas la guerre aux gens qui veulent vivre dans le mode traditionnel, je ne fais pas la guerre à ça, mais je dis il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas réfléchi, ou qui ont 50 ans, dont les enfants sont partis, le mari ou la femme est parti, qui se retrouvent seuls, qui ont perdu les amis sur le chemin, qui se demandent pourquoi ils ont fait ça, des femmes gelées, etc. Des gens de 16 ans qui n'ont pas du tout envie de ça, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont construire leur vie. Bon, et ça, quel type de discours vous avez aujourd'hui pour affirmer ce mode de vie dans l'espace public comme une relation symbolique? Les seules représentations d'amitié que vous avez traditionnellement au cinéma, c'est des histoires très jeunes. C'est des histoires d'étudiants, d'amour fou, d'amitié folle, etc. Des moments de la phase de la vie où vous vous transformez. Ils seront une bande d'amis, l'auberge espagnole, etc. Mais en fait, c'est associé à la jeunesse. Donc, ça veut dire que la manière dont notre culture fait éloge de l'amitié, c'est toujours pour dire c'est une phase. Et la manière perverse de laquelle notre société fait éloge de l'amitié, c'est de l'assigner à la vie étudiante, qui est fait une manière de dire c'est pas la vraie vie. Et la vraie vie, ça viendra après, une fois que vous aurez les enfants, la vie adulte, et qu'en fait, l'amitié est une phase de la vie. Je critique et je cite dans mon livre le livre de Patti Smith, Just Kids. Je ne sais pas si personne d'entre vous l'ont lu, un livre très important sur sa relation avec Robert Mapplethorpe, mais que moi, j'ai lu et que j'ai quand même un peu mis en question, parce que de fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce livre s'appelle Just Kids. Et qu'une chose qu'elle n'interroge pas du tout, c'est la fin de leur amitié, quand elle, la femme hétérosexuelle, part s'installer avec son mari dans une petite maison pour avoir ses enfants et les éduquer. Elle abandonne littéralement Mapplethorpe à New York, et elle le rappelle quand il apprend qu'il est mourant et qu'il a le sida. Mais elle n'interroge pas du tout la rupture amicale, et surtout ce qui est fou, c'est que faisant ça, elle appelle son livre Just Kids, c'est-à-dire qu'elle-même est dans l'économie psychique dans laquelle l'amitié était vécue par elle comme une phase de sa vie, un amusement lié à la jeunesse, et qu'ensuite, bien sûr, elle sera une femme mariée, hétérosexuelle avec ses enfants, etc. Donc ce livre n'est pas un éloge de l'amitié. Ce livre, c'est un éloge de la destruction amicale et de l'amitié comme phase de la vie, comme précarité, comme relation secondaire. Et donc, en fait, c'est une haine de l'amitié qui s'exprime dans un livre comme ça. Donc c'est pour ça, je pense que qu'est-ce qu'il y a comme produit culturel qui permettent aux dissidents de la famille d'exister deux fois? Moi, j'en vois très très peu. Franchement, j'en vois très 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 peu. Des constructions. Il y a les textes de Foucault sur l'amitié comme mode de vie, que je cite dans mon livre dans les années 80. Il y a le livre de Didier, Réflexion sur la question gay, sur l'amitié comme mode de vie aussi, qui en parle et qui élabore les cercles de relationnalité gay. Mais à part ça, il y en a quand même très 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 peu. Et donc voilà, mon livre essaie un peu d'affirmer ça et de penser que c'est très. C'est ça qui est fondamental, c'est inventer des modes de vie autonome et se sentir heureux en l'ayant fait sans être conforme à des normes préalables, quoi. Et donc pour pratiquer ce mode de vie, il faut arriver à finalement le maintenir quand on arrive du coup à ce qu'on appelle l'âge adulte, c'est le point de vue du mode de vie familial, et par le travail. Et il se trouve que le travail aussi est adapté au mode de vie familial avec la pratique du matinalisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir aussi un peu l'organisation du travail pour permettre à ce mode de vie de se développer ? De fait, moi je pense qu'il faut analyser la société dans laquelle nous vivons comme une entreprise, mais comme un mécanisme de dispersion des liens amicaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre société, à travers le droit, à travers les injonctions des frères et sœurs ou des parents, à travers même les réflexions, etc., à travers même la vie psychique des gens et leur sentiment d'avoir une vie aboutie que s'ils se conforment à certains modèles, que en fait la vie fonctionne comme la société fonctionne comme un gigantesque mécanisme de dispersion des liens amicaux et de subvention et de promotion des liens familiaux et des liens parentaux. Ça, je pense que c'est tout
à fait fondamentale. Parmi alors il y a différentes manières par lesquelles la société mène la guerre à l'amitié, mais l'une des manières par lesquelles la société mène la guerre aux gens, c'est la question du rythme. C'est la question de la manière dont on uniformise les rythmes de la vie et la manière dont on peut avoir une tendance dans nos sociétés à vouloir que l'ensemble des individus vivent selon un rythme commun. Alors je cite dans mon texte longuement un texte de Barthes qui s'appelle « Comment vivre ensemble », dans lequel Barthes dit que l'un des principes essentiels de répression dans nos sociétés, c'est l'uniformisation du rythme. C'est le fait que nous sommes des millions à vivre sur la Terre, etc., des milliards, et que pourtant la société a tendance à faire que nous devions tous nous lever à la même heure, déjeuner à la même heure, dîner à la même heure, nous coucher à la même heure, etc., et qu'il y a une forme de profond effet de répression qui s'exerce sur les gens qui ont des aspirations, des rythmes, des plaisirs différents à travers cette uniformisation du rythme. Et Barthes disait que l'une des manières à travers laquelle l'utopie avait traditionnellement été pensée, c'était ce qu'il appelait l'idiorhythmie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire vivre ensemble, mais à son propre rythme. Qu'est-ce que ça veut dire créer des modes d'existence collectifs dans lesquels chaque individu pourrait vivre au rythme qui est le sien, à son rythme individuel, tout en vivant en collectivité. Et il analyse tout un ensemble d'utopies, chez Fourier, le phalanstère, chez Desmoines, etc., etc. Tout un ensemble d'utopies qui ont été créées pour qu'est-ce que ça veut dire vivre à son rythme. Selon Barthes, et ça c'est vraiment Barthes qui le dit, et ça rejoint un peu ce que je dis moi, c'est que l'un des principes essentiels contre lequel se définit l'idée d'idiorhythmie, c'est la famille. Et lui, il dit que le système famille bloque toute expérience d'idiorhythmie parce que le système famille est lié à un lieu, le domicile, à des heures pour manger, à des heures pour se coucher. On sait très bien la figure de l'adolescent qui se lève trop tard, que la mère réveille, etc., parce qu'il veut dormir un peu tard et tout. Alors Barthes prend l'exemple d'une mère qui tire une petite fille comme ça par la main et qui la traîne et il dit elle ne comprend pas qu'elle a un autre rythme et pourtant c'est sa mère. Et donc il dit la famille bloque toute expérience d'idiorhythmie. La famille a un rapport comme ça à l'imposition d'un rythme commun, le rythme de la famille, les heures de la famille, etc. Et que donc il y a quelque chose de répressif dans le mode de vie familial, à quoi il oppose donc la capacité à avoir des modes de vie différents. Alors la question du temps, elle est importante, elle est belle, la question du temps dans la société, de qu'est-ce que c'est que organiser des emplois du temps différents, des modes de vie différents. Je te cite très souvent une phrase de Bourdieu, qui est très belle, qui dit « Même les anarchistes changent leur heure à l'heure d'été ». C'est-à-dire, en fait, même les anarchistes ont une tendance à se soumettre à la temporalité commune et à l'obligation d'avoir le même rythme que les autres, sinon ils sont décalés de la société. Et je sais que c'est une question importante. Par exemple, dans certaines universités scandinaves, on a créé des emplois du temps différents du matin et du soir, selon si les gens vous préfèrent avoir cours le matin ou préférez avoir le soir, en pensant que, évidemment, pour un certain nombre de gens, se lever très tôt est un cauchemar, c'est mon cas par exemple, et qu'on préfère avoir cours de 16h à 22h qu'avoir cours de 8h à 14h, mais d'autres gens, évidemment, préfèrent l'inverse, et c'est pas du tout un problème, sauf que dans nos sociétés, le fait que le travail et la famille soient orientés autour du matin a pour conséquence que dès que vous avez une vie différente de ça, les gens prennent pour un caprice votre impossibilité de vous lever le matin. Et c'est vrai que moi, par exemple, mon rythme de vie consiste à sortir au café, à dîner dehors, donc à me coucher plutôt vers 2h et 3h et me lever vers 11h. Donc si on me donne un rendez-vous à 9h, à 10h, moi je dis non, c'est impossible, c'est pas mon mode de vie, etc. Et très souvent, des gens vont dire oui, mais moi je suis levé tôt, ça m'arrange, etc. Et on va considérer mon mode de vie comme un caprice. Et que le mode de vie qui va s'appuyer sur le fait qu'on a des contraintes familiales, par exemple, comme légitime. Donc là, ça montre encore une fois de quelle manière est-ce que le mode de vie familial est considéré comme un mode de vie normal, encourageable, alors que le mode de vie amical est vécu comme un mode de vie particulier, donc un caprice qui peut être détruit par la société. Donc effectivement, la question de la manière dont nos sociétés uniformisent le rythme, l'heure des repas, etc., etc., je pense que c'est une question politique très importante. Et que aussi, l'une des choses par lesquelles on peut conquérir une forme de liberté par rapport à la société, c'est d'inventer des vies qui ont leur propre rythme. Et donc pour pratiquer ce mode de vie, il faut aussi donc trouver des gens qui partagent à peu près cette idiorhythmie, ou est-ce que c'est possible d'avoir ce mode de vie avec quelqu'un qui se coucherait tard, etc., et un autre qui... Est-ce que l'adaptation temporelle de chacun est nécessaire pour pratiquer cette vie-là, ou est-ce que c'est possible d'avoir des variantes avec des gens qui n'ont pas du tout le même rythme de vie finalement? Non, mais toutes les variantes sont possibles. Ça, bien sûr, c'est pas ça. Oui, toutes les variantes sont possibles. Comment dire C'est-à-dire que l'amitié est une forme de vie qui doit, à mon avis, ce que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est qu'à la fois
elle suppose de rompre avec les systèmes unifiants, comme l'est à mon avis la famille, pour laisser la liberté à l'autre. Être ami avec quelqu'un, par exemple, c'est pas le voir tous les jours. Et ça, c'est très important, par exemple, par rapport au couple ou par rapport à la famille. C'est précisément, vous avez d'autant plus d'intérêt à voir quelqu'un qu'il a sa propre vie de son côté. Parce qu'il va faire ses propres rencontres. Il va voir des films que vous n'avez pas vus, donc il va vous raconter. Il va voir quelque chose au théâtre, etc. Et que c'est comme ça que, précisément, il vous enrichit et qu'il vous apporte quelque chose. Une des théories du livre, c'est que très souvent, dans la réflexion sur l'amitié, on pense que l'amitié doit être désintéressée, comme l'amour, etc. Et qu'on va faire l'éloge de l'amitié éthique, l'amitié entre une personne et une autre, je t'aime purement, etc. Et en fait, dans mon livre, j'essaie de dire au contraire que l'amitié, il faut faire sauter dans nos têtes le verrou de l'idée que c'est opposé d'être intéressé par quelqu'un et de l'aimer vraiment. Et moi, je pense que l'amitié est un type d'affectivité, de sentiment qui est lié au fait que vous êtes intéressé par l'autre, précisément. Parce que l'autre vous augmente. J'essaie de comparer dans mon livre l'amitié à l'école. En fait, l'amitié serait pour les adultes ce que l'école est pour les enfants, c'est-à-dire un lieu d'apprentissage mutuel, un lieu où vous vous perfectionnez, un lieu dans lequel vous apprenez des choses, vous avez des références, vous vous échangez, etc., etc. Et que précisément, être intéressé par quelqu'un, c'est pour cette raison que vous l'aimez, parce qu'il vous intéresse. Vous savez qu'en latin, intéressé, c'est inter-esse, c'est ce qui est entre. Et bien précisément, ce qui est entre vous et vous-même, c'est l'autre, et c'est ce qui vous apporte. Et c'est pour ça qu'être intéressé à quelqu'un et l'aimer, véritablement, c'est la même chose. Donc il faut être intéressé par une personne pour l'aimer, contrairement à ce qu'on croit. Mais si vous êtes intéressé par une personne, il faut qu'elle soit quelqu'un d'autre que vous. Donc qu'elle ait d'autres vies que vous ne soyez pas toujours collé à elle, que vous ne voyez pas les mêmes films, manger les mêmes céréales le matin et avoir les mêmes amis. Il faut forcément être différent pour s'aimer. On peut aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est la définition de l'amitié. Donc ça veut dire que c'est dans l'absence que se cultive un sentiment, en fait, pas dans la présence permanente. Donc de ce point de vue-là, ça signifie que oui, dans l'amitié, il faut à la fois construire contre les rythmes sociaux, la possibilité de se voir, de se donner des nouvelles, de se cultiver mutuellement la relation pour la mettre au centre, et en même temps, instaurer une certaine forme de distance, instaurer une certaine forme de laisser aller l'autre, pour que précisément la relation puisse continuer à se nourrir et à vous enrichir, etc. Et donc il y a dans l'amitié une forme d'équilibre, comme ça, entre instauration d'une temporalité commune propre à l'amitié, et création d'une possibilité de sortie, ce qui est l'une des difficultés très grandes, parce que la grande singularité de l'amitié par rapport aux autres formes de relations, c'est que c'est une des rares formes de vie qui n'est pas soutenue par les institutions, donc que vous pouvez perdre très très vite, quoi. Et on a tous fait l'expérience dans nos vies de la rapidité avec laquelle on peut perdre un ami, parce qu'il suffit de pas s'appeler une fois, pas s'appeler 2 fois, vous laissez passer 1 mois, vous laissez passer 2 mois, puis c'est terminé. Plus personne n'ose faire le premier geste, et puis ça fait 6 mois, puis vous recroisez dans la rue, puis c'est fini. La relation est terminée. Parce que rien ne vous remet l'amitié devant vous, l'ami devant vous. Le cousin issu de Germain, vous avez toujours la cousinade tous les 2 ans qui va vous obliger à vous revoir, sur le mariage, la photo de famille. C'est vrai. On est obligé de voir sa famille. Les collègues, pareil, c'est le travail, c'est tous les matins, etc. Mais l'ami, personne ne vous oblige à le voir. Et donc, précisément, vous le voyez que si vous décidez de le voir. Ce qui est la force de l'amitié, c'est une relation qui est choisie, donc avec sortie facile, donc très démocratique de ce point de vue-là. Mais effectivement, c'est l'inverse de ça, c'est que c'est une relation très précaire. Et très, très, très extrêmement précarisé. Donc, il suppose un travail de création de ses propres plateformes. Et l'amitié, c'est toujours 2 choses. C'est toujours créer une relation et créer la plateforme de la relation. Ça, je raconte dans mon livre comment, avec Didier et Édouard, par exemple, on met en place un ensemble de rites qui sont contre les rites sociaux de la disparition des amis pour être sûr que la relation soit continue dans notre existence. Envoyer beaucoup de messages, envoyer des vidéos, s'appeler régulièrement, synchroniser nos emplois du temps pour être sûr de ne pas être séparés trop longtemps, partir ensemble quand on le peut, quand il y a une conférence ici ou là, etc. Donc ce sont des manières en fait d'obliger la relation à persister dans le temps, puisqu'il n'y a aucun rite pour l'amitié, comme il existe Noël, etc., pour la famille, pour la structurer. Mais cette ritualisation spécifique de l'amitié, en même temps, elle suppose le fait de ne pas habiter ensemble, une non-cohabitation, parce que c'est précisément dans le fait que chacun a aussi nos propres vies, nos propres affects, nos propres relations, etc., qu'on peut s'enrichir et s'apporter des choses mutuellement. Et une des choses que vous apportez mutuellement tous les 3 avec Didier Ribon et Édouard Louis, c'est dans le processus créatif notamment. Est-ce qu'il vous semble que c'est un mode de vie qui est plus fertile pour la création, que ce soit intellectuelle, littéraire, culturelle, que le mode de vie familial, le mode de vie amical ? En tout cas, l'une des questions que moi j'ai voulu... Oh, je parle beaucoup mieux comme ça en fait. J'avais pas du tout que c'était comme ça qu'il fallait tenir le micro, désolé. Alors, en fait, l'une des questions que j'ai voulu aborder dans le livre, c'est quelles sont les conditions de l'autonomie.
et quelles sont les conditions de la transformation de soi. C'est-à-dire que dans le monde social, que ce soit à travers l'école, à travers la famille, il y a tout un ensemble d'institutions qui favorisent très souvent la reproduction sociale, la reproduction des modèles, etc. Et comment est-ce qu'en sociologie, on peut comprendre des foyers de résistance à la manière dont la société nous façonne, et ce qu'on constate dans les mémoires des gens, quand ils racontent leur vie, c'est que très souvent l'amitié a été l'un des lieux de transformation de soi qui a permis d'échapper à des destins sociaux. En fait, l'amitié, comme c'est une relation qui est vécue dans le quotidien, quand elle est vécue dans le quotidien, quand elle est vécue dans l'échange mutuel, dans l'affection mutuelle, etc., et ben, par la fréquentation de quelqu'un d'autre, par exemple Didier le raconte dans Retour à Reims avec un garçon quand il a 13-14 ans, d'un milieu bourgeois, qui lui apprend un peu à aimer la culture, à pas rejeter la culture comme on a tendance à le faire dans les milieux populaires, etc., à pas avoir un habitus qui l'exclut du système scolaire, etc. Édouard le raconte dans Changer méthode sur plusieurs relations d'amitié qui ont été déterminantes dans sa vie. Quand les institutions ou les structures familiales voudrait vous pousser à la reproduction sociale, quelle est dans la société la force anti-institutionnelle possible pour faire contrepoids à ces puissances aussi fortes de domestication, d'incorporation des choses? Et bien très souvent, l'amitié est l'un des lieux où l'affectivité permet une transformation de soi, permet même un effort sur soi-même, etc., une ascèse qui vous permet de vous transformer vous-même. Et donc il y a quelque chose dans l'amitié qui est anti-institutionnel et qui permet la transformation individuelle et d'échapper aux verdicts sociaux par les logiques de l'affectivité. Et cette idée-là selon laquelle l'amitié est l'un des lieux par lequel on peut s'émanciper des institutions, c'est aussi l'une des manières par lesquelles on peut comprendre que dans l'histoire de l'art ou de la pensée, très souvent les révolutions symboliques ont pratiquement toujours été liées à des moments d'invention relationnelle. C'est-à-dire que c'est très souvent en créant des communautés relationnelles nouvelles que les gens ont créé des œuvres nouvelles. Parce que c'est précisément en créant des types de vie différentes, des manières différentes d'être dans la vie, qu'ils ont pu s'émanciper des académies, des censures académiques, des censures médiatiques, et qu'ils ont pu se donner une forme d'autonomie pour imposer quelque chose de nouveau dans le champ. Je prends plusieurs exemples dans mon livre. Il y a l'exemple de Manet et de la révolution impressionniste, qui a toujours été lié à la question de la vie de bohème, à la mention de la bohème artistique, à la mention des cafés, et quand Manet a décidé d'affronter l'Académie des Beaux-Arts pour dire « je ne vais pas faire de la peinture comme vous, je vais vous mettre en question », et qu'il a fait donc la révolution impressionniste contre ses maîtres, qui a donc été refusé, qui était au Salon des Refusés, etc. Il l'a fait dans une très grande solitude, et d'ailleurs Bourdieu dit l'une des questions qu'il faut se poser sur Manet, c'est comment n'est-il pas devenu fou? Comment quelqu'un d'aussi insulté, où dans son temps tout le monde lui disait « ce que tu fais ne vaut rien, ça n'a aucune valeur sur le marché, ça n'est pas de la peinture ». Et Bourdieu dit une chose très belle, il dit comment quelqu'un peut passer, comment dire, avoir la certitude de soi telle qu'il peut se dire je suis seul, mais c'est moi qui ai raison. Et il dit c'est moi qui vous le dis. Quelle est la frontière entre l'artiste raté et l'artiste maudit? Comment est-ce qu'on fait pour transformer l'artiste raté en artiste maudit? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la certitude que c'est nous qui avons raison contre l'institution? Et Bourdieu dit c'est précisément parce qu'il avait des relations interpersonnelles de soutien transversales par rapport aux institutions qui lui ont donné la confiance en lui-même pour créer une norme nouvelle en dehors de l'académie. Ce qui fait que Manet, selon Bourdieu, n'a pas seulement inventé une nouvelle peinture, mais une nouvelle vie. Ce que Bourdieu appelle la vie d'artiste. Et que ce que Manet a inventé, c'est la vie d'artiste. C'est pas seulement l'impressionnisme en peinture. C'est une manière différente de penser l'art. Et cette manière de penser l'art, elle était beaucoup liée à des amitiés très fortes, et notamment ce qu'on sait peu avec Émile Zola et Mallarmé, qui étaient de grands soutiens de Manet, qui l'ont défendu dans les journaux, puisque Zola était journaliste à cette époque. Et donc il y avait quelque chose de la relationnalité amicale qui était une condition de la révolution impressionniste et même de l'invention de l'artiste contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis l'autre exemple quand même très important, c'est Sartre et Beauvoir, qui reste quand même pour nous un exemple très important. Sartre et Beauvoir, c'est La vie au café, c'est 2 studios, c'est un couple qui n'habite pas ensemble. Et c'est des relations avec Jean Genet, avec Giacometti, avec Violette Leduc, avec Camus au début, avec Merleau-Ponty, avec des fâcheries bien sûr, ça c'est la vie. Et puis évidemment ce terreau-là donne l'engagement politique, donne l'existentialisme, donne le deuxième sexe, donne la vieillesse dont parlera Didier demain. Donc tout un ensemble d'inventions, et puis aussi le brouiller la frontière entre philosophie et littérature, avec Sartre qui écrit des pièces de théâtre, de la philosophie, des romans, etc. Donc une capacité d'être autonome par rapport au champ et d'inventer. Donc effectivement, il y a quelque chose dans l'amitié qui est une condition de l'autonomie en fait du sujet. Et c'est pour ça qu'à mon avis, dans la culture, on a tort de subventionner ou d'encourager les gens à se penser sur la figure de l'artiste solitaire.
de penser qu'être un artiste, c'est être seul, c'est créer, être un peu maudit, être un peu dans l'isolement, etc. En fait, il faut comprendre que l'amitié, enfin, un créateur est pratiquement toujours entouré d'amis. Et qu'en fait, si vous voulez être créateur, il faut beaucoup plus vous penser sur la figure de je me crée des amis que je reste seul chez moi en pensant que j'affronte le monde comme ça. En fait, c'est dans l'amitié qu'on trouve des espaces de confiance, d'encouragement, qui permettent de trouver des dissidences anti-institutionnelles et donc d'avoir des soutiens pour créer des œuvres puissantes et révolutionnaires. Et donc, parmi toutes ces œuvres qui ont pu être créées grâce à l'amitié, il y en a aussi un certain nombre qui n'ont pas pu être créées à cause du mode de vie familial. Je pense notamment aux femmes qui ont été beaucoup plus marquées par cette présence du mode de vie familial. Vous avez cité Annie Ernaux tout à l'heure, qui sont des femmes qui sont gelées, pour reprendre son expression. Est-ce que vous pensez que la défense de ce mode de vie, du coup, ça devrait être une question plus au centre des mouvements pour la lutte pour les droits de la femme, etc. Parce que finalement, elles ont l'air plus pénalisées, comme vous citez votre propre mère, la mère d'Édouard Louis, etc., qui finalement, dès qu'elles ont pu sortir de ce mode de vie-là, sont émancipées de manière assez fulgurante. Oui, dans mon livre, moi je prends l'exemple de ma maman, l'exemple de la mère d'Édouard, et comment c'est quand, en gros, les enfants sont partis et qu'ils sont divorcés avec leur mari, elles sont redevenues heureuses et qu'elles se sont transformées. Mais c'est vrai, hein, c'est même impressionnant à quel point le rapport à la culture, l'envie de sortir, aussi des rencontres avec des gens, sont des amoureux, etc., de la sexualité. Ça, sa mère en parle rarement à ses enfants, mais sans doute des choses comme ça. Et puis le simple fait de pouvoir expérimenter des choses, vivre des choses. Donc oui, il y a une forme de, pour beaucoup de femmes, je pense que le moment de le départ des enfants et puis le divorce peut être aussi un moment de renaissance et de réapproprier une vie qu'on a sentiment qu'on nous a volée et à côté de laquelle on est passé. Alors c'est vrai que c'est une question intéressante parce que c'est la question de quel type de valeur par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire être féministe par rapport à cette question-là? Et ça, c'est vrai que c'est une question qui est difficile. Parce qu'il y a tout un ensemble de gens qui vont dire qu'il y a quelque chose dans ce discours-là qui serait une mise en question de la mère et de la manière dont les femmes sont assignées à la tâche d'être mère, etc. Et qu'il faudrait se battre mieux pour la répartition des tâches domestiques, pour favoriser l'accueil des enfants, pour les crèches, etc. Et que donc, en fait, il y aurait quelque chose dans ce discours-là qui pourrait aller contre une certaine forme de politique plus de transformation de la structure familiale pour soulager les femmes de tout un ensemble de tâches domestiques. Alors moi, c'est vrai que j'ai une tendance psychologique à être un peu plus radicale dans ma vie. Et donc c'est vrai que moi, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de ne pas... comment dire? Alors, il faut le faire. Hein. De toute façon, je ne vais pas me battre contre les gens qui vont faire des places de crèche et tout ça. Il faut que ce soit très clair. C'est tout à fait fondamental. La répartition des tâches domestiques et tout, c'est tout à fait fondamental, évidemment. Les congés, tout ce qui est autour de ça, c'est parfait. Et je l'encourage et à mort. Mais je pense que la gauche oppositionnelle a quand même intérêt à faire vivre des valeurs contre-culturelles, à attaquer le système tel qu'il est structuré aujourd'hui, tel que les modes de vie sont structurés aujourd'hui, et qu'il est quand même plus intéressant d'essayer de fonder la vie sur d'autres valeurs. Et donc je serais plutôt, moi, effectivement favorable au fait qu'un discours féministe ou un discours gay, etc., devrait avoir tendance à encourager la possibilité d'avoir des vies en dehors de ce modèle, de ne pas s'enfermer dans le mode de vie familial et parental, et qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de liberté à trouver en dehors que dedans, sachant que je ne me bats pas contre les gens qui y rentrent, mais je me bats contre les gens qui veulent se battre contre les gens qui ne veulent pas y rentrer. Et du coup, pardon, je vais reprendre avec une question, revenir un peu avant, parce que j'ai un peu pas respecté l'ordre de mes questions. Votre livre s'appelle quand même 3, et vous évoquez à un moment le fait que l'amitié, ça commence à partir de 2, et qu'on définit souvent une amitié par une paire, en fait, et que c'est un problème. En quoi c'est un problème? Est-ce que, je prends une façon particulière de parler, est-ce que si l'un d'entre vous trois, du trio que vous formez avec Didier Ribon et Édouard Louis, s'éloignait, est-ce que l'amitié restante serait différente, modifiée, ou est-ce que c'est vraiment une amitié à 3 qui indépendante de vos amitiés
en binôme. Oui, alors 3, c'était parce que c'est nous trois, mais en fait, c'est surtout parce que très souvent, l'amitié est pensée, comme vous le dites, à partir de la figure du 2. Et ça va être les couples d'amis. Alors, ça va être Bouvard et Pécuchet, Mercier et Camier, Montaigne et la Boétie, Cicéron et Atticus, comme ça, c'est le couple d'amis. Ce qui fait que, paradoxalement, on va dupliquer l'amitié sur le modèle de l'amour, et on va en fait parler de l'amitié comme on parle de l'amour. Et très souvent, quand vous parlez de ça, on va parler d'âmes qui s'aiment, etc., etc. Moi, je pense qu'en dupliquant l'amitié sur la figure de l'amour, en fait, on perd exactement tout ce qui fait l'importance de l'amitié par rapport à l'amour et en opposition à l'amour et à la figure du couple, qui est précisément que l'amitié, comme c'est une forme qui est transitive, qui est cumulative, eh ben c'est une forme qui est... Moi, j'ai l'habitude de dire, les amis, c'est comme les loups, ça vit par meute. C'est-à-dire, c'est un ensemble, l'amitié. C'est forcément un groupe d'amis. Vous êtes toujours l'ami des amis de ses amis, ce qui fait qu'effectivement, l'amitié, ça commence à 3. Parce que quand vous êtes 3, vous ne vous voyez pas tous les jours. Vous avez chacun vos propres relations, que vous vous présentez, etc. Et donc 3, en fait, c'est 3+. Et c'est toujours 3+, et ça ne peut être que 3+. Ça veut dire que ce n'est pas du tout l'idée d'un camp retranché, c'est vraiment une base arrière pour créer une démultiplication du tissu relationnel, pour créer une démultiplication du tissu de façon intergénérationnelle, intermilieu, etc. Comme je le dis, Didier, Édouard et moi, on fréquente des gens qui vont de 18 ans à 95 ans. Et on pense que c'est très important l'intergénérationnalité comme type de vie amicale, contrairement au modèle familial où très souvent les gens sont rangés. Il y a la génération des grands-parents, la génération des parents, la génération des enfants. Et même parfois, quand il y a des dîners de famille, on fait des tables par âge pour être sûr que les gens ne se mélangent pas, pour bien que les gens soient selon les âges et tout. Alors que je pense que l'amitié, c'est exactement le contraire. C'est l'intergénérationnalité, c'est le plaisir de voir des gens d'âge différents, qui ont des modes, des habitus différents, etc. Et donc c'est en ça que c'est aussi une antifamille. Et donc effectivement, l'amitié comme mode de vie, ça commence à 3. C'est pas un couple d'amis, c'est forcément à 3, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a la problématique de la démultiplication, de l'ouverture, du bancal est possible et que le dehors peut faire irruption de votre vie, alors que le 2 va toujours avoir un rapport un peu avec l'enfermement, et donc avec la menace du dehors, et donc avec quelque chose d'opposé à cette idée-là. Donc oui, l'amitié, ça commence à 3. Écoutez, je pense qu'on approche du bout. Donc on va vous remercier. Merci beaucoup Geoffroy. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival Le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023. Réalisation Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.